C'est parti. Salut Claire, ça va? Salut Cédric, ça va et toi? Ouais, ça va bien. On rigole déjà. Ça n'a pas Eh commencé qu'on oui. rigole, voilà. Mais c'est ça nos rules. Non, on rigole déjà parce que bon, on se connaît avec Claire et qu'on a échangé un petit peu avant de démarrer l'échange. Et je suis très content de t'avoir Claire pour deux raisons. La première, c'est que ben, j'ai eu l'honneur et le privilège de te rencontrer, te connaître et t'accompagner à travers le Boost Camp. Et la deuxième raison, c'est que ça fait un petit moment que je fais plus de podcast interview ou à deux en tout cas, euh, parce que ça demande de l'énergie, ça demande et puis ouais, pour plein de raisons. Donc je suis assez content de renouer avec ça avec toi. Et je suis sûr qu'on va passer un super moment ensemble. Comment tu vas? Comment tu te sens? Alors je vais bien et je me sens bien, je me sens, bah, tu vois, après ce que tu viens de dire, bah, pleine de gratitude que tu me donnes cette chance-là d'échanger avec toi. Donc non, puis curieuse aussi, parce que pour moi c'est une première, donc c'est chouette. Eh ben, écoute, je suis ravi que ce soit une première parce que bah, ça sera peut-être pas la dernière. Te connaissant, vu ta pertinence et ta clarté, il y a plein de gens qui vont aimer t'écouter, j'en suis persuadé. Et on va commencer par la question traditionnelle que j'aime bien poser, qui est si tu veux bien nous raconter, en tout cas ce que tu veux, de ton histoire de vie, l'histoire de ta vie, en commençant par Il était une fois et en restant à la troisième personne du singulier, si possible, Claire, Ok, la fameuse question. la fameuse. Donc, bah alors, ok, challenge relevé. Euh, Il était une fois une petite fille originaire de Lorraine, dans l'est de la France, qui adorait apprendre et qui adore toujours d'ailleurs. Et quand on regarde son parcours, je crois qu'il a été beaucoup mené par ça, ce goût d'apprendre. Et du coup, par la force des choses, qui aimait beaucoup l'école et qui bah, s'en sortait plutôt pas mal. Voilà, une petite fille très joyeuse et puis qui avait, je crois, compris que l'apprentissage apportait beaucoup, en fait. Je crois qu'il y avait ça aussi. Il y avait pas seulement de la curiosité, il y avait aussi de se dire, tiens, quand on apprend des trucs, c'est dingue ce qu'on peut faire en plus, quoi. C'était une chance, en fait, d'apprendre. Euh, et puis, il y avait aussi certainement chez elle une petite recherche d'excellence, je pense, déjà à l'époque. On en a beaucoup parlé, hein. Mais ouais, déjà à l'époque, il y avait un côté je donne tout. Et si je donne tout, bah, elle a vu que quand elle donne tout, ça apporte encore plus de choses, quoi. Donc c'est un peu comme ça qu'elle a fait son parcours. Elle a ensuite, donc après le bac, fait une école d'ingénieur. Et puis, bah, c'était quand même une jeune fille aussi animée par une... alors, je pense que c'était pas conscientisé à l'époque, mais une recherche d'alignement, ou en tout cas une écoute de ses vibrations un petit peu. Ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant en école d'ingénieur, elle a découvert les métiers de l'entreprise qu'elle ne connaissait absolument pas. Elle n'avait pas trop navigué dans cet univers-là. Et elle s'est prise de passion pour le marketing. Euh, Sans trop savoir pourquoi, mais il y avait quelque chose qui vibrait là-dessus, dans ce domaine-là. Et pour pouvoir justement bah, toucher du doigt cette possibilité de faire du marketing, eh bien, elle a fait un troisième cycle, donc un master spécialisé, donc en école de commerce à HEC. Et ça y est, là, elle est rentrée dans la grande aventure du marketing. Et elle a travaillé une vingtaine d'années dans ce domaine-là. Et effectivement, c'est un domaine qui est extrêmement vibrant, beaucoup d'aventures, beaucoup de,
de rencontres, de stimulation intellectuelle aussi, euh, stimulation relationnelle également, euh, et beaucoup d'apprentissage, hein. Rester dans cette thématique-là et cet apprentissage ne la quittera jamais en fait parce que je crois que c'est un élément qui l'a fait lever le matin, typiquement. Et dans cette aventure, sur son parcours de marketeuse, il y a eu des choses faciles, moins faciles. Et je crois que le fait d'apprendre a toujours été quelque chose de salvateur, très certainement. Euh, et puis, elle est arrivée au rôle de directrice marketing, qu'elle a exercé pendant 5 ans. Et à l'issue de ces 5 ans, elle a eu l'opportunité de choisir la suite de son parcours. Et tu vois, je parlais tout à l'heure de la recherche d'alignement. Il y a eu un questionnement à ce moment-là, ou même un petit peu avant d'ailleurs, de justement à quoi ressemble la suite pour être totalement alignée. Et pendant ce parcours, elle a travaillé aussi sur cette interrogation-là, en apprenant, encore une fois, mais en apprenant à mieux se connaître euh, et en apprenant aussi peut-être à découvrir la raison pour laquelle elle fait tout ça. Et il y a quelque chose qui est très fort, c'est l'accompagnement de l'autre, qui lui tient à cœur, mais l'accompagnement de l'autre pour l'aider à atteindre une forme d'excellence. Cette excellence, alors, elle n'a pas trouvé d'autres mots pour l'exprimer. Elle se demande encore si c'est le bon mot parce qu'en fait, il renferme pas mal de notions. C'est l'excellence dans ce qu'on fait, l'excellence dans euh, la façon dont on le fait, et puis aussi l'excellence dans la raison pour laquelle on fait, le sens qu'on lui donne. Et accompagner les personnes à atteindre leur propre excellence, c'est quelque chose qui l'anime beaucoup. Et en prenant conscience de ça, elle s'est dit, bah, peut-être que ma prochaine aventure, c'est justement de me concentrer là-dessus, l'accompagnement de l'autre. C'est quelque chose qu'elle avait fait euh, en tant que manager. Euh, mais lorsqu'on a un costume de manager, il y a toujours un biais. Un biais lié à la pression, un biais lié au stress qu'on peut ressentir aussi soi-même. La pression, j'entends par là la pression des chiffres, des résultats, du temps, qui fait que l'accompagnement de l'autre euh, est, est- est fait d'une certaine manière, voilà, avec un biais, avec ce filtre-là. Euh, mais il existe d'autres manières de le faire et là, il y avait cette opportunité en fait d'embrasser un nouveau rôle, qui est le rôle de coach professionnel, pour peut-être faire cet accompagnement avec plus de neutralité et plus d'accueil de l'autre, ce qui est moins facile à faire quand on est manager. Euh, on parle beaucoup de manager coach. C'est pas si simple parce que dans manager coach, il y a coach, mais il y a quand même manager. Euh, donc, bien, elle s'est formée. Elle a été apprendre de nouveau ce métier qui est un vrai métier et qui s'apprend vraiment dans un cadre de déontologie, d'éthique, etc. Et puis, eh bien, à l'issue de cette formation, elle s'est dit, mais c'est tellement chouette, et je ressens un alignement tellement fort, cette vibration en fait que j'avais ressentie lorsque, je- pardon, j'ai dit je, mais lorsqu'elle avait ressenti, lorsqu'elle s'était orientée vers le marketing, eh bien, elle a ressenti cette vibration-là et elle s'est dit, bah, je ne vais pas m'arrêter là, il faut vraiment que je me lance, quoi, et que je, que j'essaye d'aller au bout de cette aventure pour la rendre réelle, quoi. Et donc, elle en est là et elle s'est lancée dans l'accompagnement de personnes en, en apprenant beaucoup, mais en déconstruisant aussi beaucoup de choses.
Euh, et puis, bah, elle se trouve devant toi aujourd'hui. Voilà. Et elle a décidé d'accompagner bah, des personnes qui sont à la place qu'elle occupait il y a pas si longtemps que ça. C'est la place de cadre ou cadre dirigeant qu'elle a trouvé pas si simple parce que ce sont des positions d'extrême vulnérabilité et paradoxalement qu'on accompagne assez peu. Euh, on les accompagne assez peu parce qu'on ne les prépare pas et nous prépare pas euh, dans la vie et dans notre société à nous connaître, à accueillir nos émotions, à gérer des situations relationnelles parfois compliquées, etc. On travaille beaucoup sur le cognitif, on travaille beaucoup sur le raisonner, mais très peu sur l'émotionnel, la connaissance de soi, etc. Donc il y a une préparation qui est assez limitée. Et puis lorsque on se jette dans ce grand bain du management de la direction, bah, les accompagnements sont quand même assez limités. Et, et je trouve que c'est une population qui, de par sa vulnérabilité, ou en tout cas de leur position qui les met en vulnérabilité, euh, et de par l'impact que ces personnes ont sur les personnes qui les entourent et sur les performances hein, de l'organisation, ce sont des personnes qu'il faut aider, qu'il faut accompagner, voilà, pour le bien de tous, quoi. Parce que ça reste des rôles qui sont de très beaux rôles, qui ont la possibilité sur lesquels on devrait s'épanouir, en fait, et qui devraient permettre aussi aux autres de s'épanouir. Malheureusement, pour y avoir été, je ne me suis pas toujours épanouie et je n'ai pas toujours réussi à faire en sorte que les gens autour de moi s'épanouissent. C'est arrivé quelquefois, mais je n'avais pas, j'ai ressenti quand même que je n'avais pas toujours les clés pour le faire. Et tu vois, en apprenant en fait ce métier de coach professionnel, j'ai eu tellement de prise de conscience de ah, mais si j'avais su quoi. Voilà. Donc c'est ça qui anime cette petite fille de Lorraine aujourd'hui et elle espère pouvoir apporter sa contribution dans ce domaine-là et auprès de ces personnes-là, quoi. Merci et Claire, bravo pour avoir tenu l'exercice qui est pas simple, hein. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de vie? Euh, alors c'est une histoire de vie euh, qui reste simple, mais en même temps qui est belle par l'apprentissage. Je suis désolée, je fais un focus là-dessus, mais je crois que c'est une vraie chance. Voilà, je le vis comme ça, comme une chance de pouvoir apprendre de ce qu'on vit. Et j'ai la possibilité de continuer à le faire. Et rien que pour ça, en fait, je suis pleine de gratitude, en fait. Vraiment. Alors, j'ai pas parlé parce que j'ai vraiment axé effectivement sur la partie professionnelle, mais je n'apprends pas que par le professionnel, évidemment. Ma vie familiale et ma vie de maman m'apprend énormément, me renvoie énormément de choses aussi sur moi et qui probablement euh, font prendre conscience de beaucoup de choses, du manager que j'étais et de la coach que je peux être. Et ça m'aide aussi à faire bouger des choses. Donc voilà, j'essaye de saisir tout ce qui m'arrive comme une source d'apprentissage pour faire encore mieux, quoi, et atteindre cette fameuse excellence que probablement je n'atteindrai jamais, mais en tout cas, c'est un beau driver qui me met dans une forme d'amélioration continue. Enfin, en tout cas, j'essaye, quoi. Quel a été un de tes plus grands apprentissages au cours de ta vie? Euh, ah, alors, il y en a beaucoup. Je crois que les plus grands apprentissages que j'ai eus, euh, ce sont les apprentissages sur moi via la parole de l'autre, soit via mes enfants,
soit via des feedbacks qu'on a pu me faire, mes équipes en particulier, qui m'ont aidé euh, à prendre conscience de choses. Parce que c'est vrai que des fois, on fait des choses avec une intention et elles ne sont pas reçues toujours comme telles. Et ça, c'est une chance qu'on peut avoir si des personnes viennent te déposer un miroir en cadeau, quoi, en disant, voilà ce que nous recevons de toi. Ah, et c'est pas exactement ce que je voulais envoyer. Donc ça, c'est large, c'est-à-dire que voilà, sur, sur ce que sur moi-même, voilà, c'est des apprentissages que j'ai pu avoir. Et puis, après, tu vois, là, j'apprends beaucoup de choses qui m'éclairent en fait et pour lesquelles je me dis, mais si j'avais su, quoi. Et c'est des choses qui aident à mieux se comprendre, mais à mieux accueillir aussi. Tu vois, apprendre que bah, les émotions sont telles qu'elles sont et que elles ne sont qu'un indicateur pour toi pour déterminer ton besoin et ensuite déterminer ce que tu vas en faire. Apprendre également que dans une situation, tu peux avoir 10 000 comportements possibles et ces comportements-là t'appartiennent. Ça, c'est un vrai apprentissage. Parce qu'on a souvent tendance à dire, euh, il m'a poussé à lui crier dessus. Non, non. Il a agi tel qu'il a agi. Et toi, tu as crié. C'est ton comportement, c'est ta réaction, ce sont tes émotions. Et en fait, je trouve que ce sont des apprentissages qui te responsabilisent, euh, qui te rendent aussi quand même bienveillante par rapport à la personne que tu peux être. C'est-à-dire que voilà, tu ressens ce que tu ressens, c'est quelque chose voilà, qui est comme ça. Après, la question, c'est ce que tu en fais. Et c'est là où la responsabilité rentre en jeu. Je crois que ça développe aussi une forme d'autonomie euh, parce que bah, voilà, ça développe la connaissance de soi. Et puis très certainement aussi la sérénité parce que quand tu apprends à accueillir euh, certaines choses et à ne pas être forcément dans le jugement, euh, bah, ça aide à mieux vivre les choses. Je lis un super bouquin en ce moment qui s'appelle Moins d'ego, plus de joie de Christophe Massin, qui est un livre ultra éclairant sur l'ego, mais au sens large, hein. Je ne parle pas forcément de l'orgueil ou de vraiment cet ego qui nous joue des tours, hein, qui justement mettent à rude épreuve notre sérénité. Et la prise de conscience justement de ce qui peut se passer en toi est une façon de mieux vivre les choses, quoi. Voilà. Donc c'est un certain nombre de choses que j'apprends et qui me permettent effectivement d'être euh, plus bienveillant, plus responsable, plus autonome. Et j'entends beaucoup de maturité, voire même de sagesse quand je t'écoute. Euh, je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais en t'écoutant, j'ai l'impression que c'est un apprentissage, donc ça l'a peut-être pas forcément toujours été, ou pas avec le même degré d'intensité ou de maturité. T'étais quel type de manager? Alors, manager que j'étais, c'était un manager exigeant. Euh, et j'utilise ce mot-là parce que, tu vois, je parlais des feedbacks tout à l'heure, on a beaucoup parlé de cette exigence. Euh, et dans le feedback, il y avait forcément du positif et il y avait forcément du pas simple. Et tu vois, typiquement, l'intention que j'avais, je crois qu'elle était proche de ce que les Anglais appellent le purpose ou le why, ou vraiment d'aider ou d'accompagner les personnes à atteindre cette excellence qui va leur faire passer un cap ou
qui va leur faire porter un nouveau regard sur elles-mêmes. Voilà, il y avait cette... j'ai été animée par ce truc-là. Mais c'était pas simple parce que cette attention-là, elle n'est pas toujours clairement exprimée hein, quand tu es manager. Et effectivement, dans ma façon de faire, il y a une obsession des angles morts, il y a aller chercher, quoi qu'il arrive, l'extra mile. Enfin, et ça peut être un peu épuisant, quoi. C'est-à-dire que tu vas voir ton manager, voilà, tu t'as donné quand même beaucoup, et puis bah, ton manager te dit c'est bien, tu peux aller chercher 10% en plus. Pas sur les chiffres, mais Oui, sur ce que tu peux donner, je vois en toi. Alors, je le disais pas toujours comme ça, mais il y avait ça, quoi. Et évidemment que si une personne, je voyais qu'elle n'avait pas forcément cette possibilité d'aller chercher plus, c'est bien, c'est cool, on y est. Mais quand je voyais qu'elle pouvait aller chercher 10%, je ne pouvais pas m'empêcher de lui dire, ben, vas-y, quoi. Et je me suis un peu... C'était pas simple d'entendre ces feedbacks lorsqu'ils étaient formulés négativement. Parce que je me trouvais dans une position où l'impact de ça était négatif par rapport à une intention positive. Alors, il y avait des fois des feedbacks positifs où il disait, ben, c'est vrai que ben, quand on va chercher les 10% ou les 10 points dont tu nous parles, ça paye, ça marche, mais des fois, ça a un prix aussi pour nous, voilà. Et donc, ça me gênait quand même. Je me suis réconciliée un petit peu avec ça lorsque je me suis observée avec mes enfants, parce que je me suis surprise à faire un peu la même chose. Et je me suis dit à ce moment-là, l'intention ne peut être que positive. C'est pas un voile que tu te mets euh, en disant moi, mon intention est positive. Non, pour mes enfants, forcément, l'intention est positive. Mais j'ai gardé beaucoup, beaucoup ça en tête en me disant attention, même si l'intention est positive, qu'est-ce que tu en fais pour que pour l'autre, ça reste un impact positif? Et je pense que là-dessus, j'ai essayé et j'essaye toujours d'ailleurs, de rester vigilante par rapport à l'impact que ça peut avoir sur l'autre. Et je crois que tu vois, la posture de coach t'oblige à ça. Parce que la responsabilité est chez l'autre. Donc, tu l'accompagnes, tu as cette envie qu'il soit dans sa propre excellence, c'est-à-dire voilà, dans tout ce qu'il fait, la manière dont il fait, etc. Mais c'est lui qui décide. Voilà. C'est lui qui décide où on va, c'est lui qui décide son objectif, c'est lui qui décide comment on y va. Et du coup, ça te met un énorme garde-fou qui est intéressant, tu vois, par rapport à mes pièges à moi, quoi. Voilà. c'est quoi la limite entre un management exigeant et un management toxique? Euh, Je crois que la toxicité, alors, des fois, ça peut, par l'effet que ça fait, on peut des fois un peu se marcher sur les pieds. C'est-à-dire que si la personne vit mal la situation, elle peut le vivre comme quelque chose de toxique. Je crois que le manager exigeant, euh, s'il a la chance de le voir, par son ouverture aussi, hein. C'est pas qu'une chance, c'est-à-dire que il a aussi une responsabilité dans le fait de le voir, hein. C'est-à-dire que la porte doit être aussi ouverte à ce genre de feedback. J'ai eu la chance d'avoir des personnes aussi qui m'en ont parlé, et c'est quelque chose qu'on ne veut pas en fait, hein. Donc, je crois que dans la façon de faire les choses, euh, bah, il faut un respect de l'autre, hein, et un respect de ses limites et un respect de tout ça, quoi. Une écoute. Je crois que c'est dans le rapport à l'autre que ça peut changer. Et il me semble, hein, dans les feedbacks que je pouvais avoir, que beaucoup de, de mes équipes ressentaient qu'il y avait derrière une intention qui n'était pas malveillante. Euh, donc, euh, donc, je crois que ça se joue beaucoup à la façon et au rapport humain à l'autre de le faire. J'imagine ça comme ça. Euh,
Tu disais que tu avais déconstruit pas mal de choses en apprenant ce métier de coach notamment. Mm. Qu'est-ce que tu as principalement dû déconstruire dans ce parcours en devenant coach? Eh bien, j'ai déconstruit ma posture de manager, justement, parce que bah, le manager, quelque part, doit mener son équipe à des objectifs. Euh, il y a une forme d'obligation un peu quand même, hein. L'organisation te demande ça. Euh, donc quelque part, il y avait une posture haute liée au rôle. Euh, il y avait une obligation d'atteinte d'objectifs, c'est sûr. Euh, et donc ça, euh, quand tu es coach, ben, c'est des choses qui ne rentrent plus dans le rôle. C'est-à-dire qu'on travaille par rapport à des objectifs. Déjà, ce sont des objectifs qui sont définis par le coaché. Et puis, bah, s'il n'atteint pas ses objectifs, déjà, on est dans une position de co-responsabilité. Et, euh, et je ne vais pas mettre une pression pour qu'il atteigne ses objectifs. C'est son chemin. Et moi, je ne suis là que pour l'accompagner et refléter ce qu'il peut vivre, ressentir. Donc, il n'y a pas cette notion d'obligation. Euh, et puis, il n'y a pas cette posture aussi haute. Euh, je- des fondements du coach professionnel, c'est qu'il ne sait rien, en fait. Je t'accueille et je ne sais rien. Et même si c'est un cadre dirigeant que je coach, eh ben, je n'ai aucune idée de ce qu'il peut vivre. Et heureusement d'ailleurs, parce que tu découvres des façons de vivre les choses qui sont différentes de tes façons à toi, et même dans les mots employés. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, mais oui, mais on parle le même langage, et ben vérifie, questionne. Si effectivement, sur le mot employé, qui pour toi veut dire quelque chose, c'est très clair, hein, apparemment, questionne-le et tu verras ce qu'il met derrière. Et des fois, il ne met pas exactement la même chose que ce que tu aurais mis. Donc, il faut déconstruire ça. Sinon, on reste dans une posture un peu de manager, quoi. Et c'est le risque d'ailleurs, puisque comme je me positionne sur une cible qui était moi il y a quelque temps, ça c'est pour moi un point de vigilance extrême de rentrer en séance de coaching en disant je ne sais rien. Voilà. Je ne sais rien de ce qu'il va me raconter, quoi. Et c'est lui qui va me guider. Est-ce que ce serait pas la clé d'un bon management aussi, d'accepter qu'il ne sait rien face à ses équipes? Alors, je suis assez d'accord avec la position d'humilité du manager. Euh, alors, qu'il ne sait rien, c'est un peu compliqué, je pense, en entreprise. Pourquoi? Parce que il y a quand même un regard sur toi quand tu es manager. Et ce regard, il change. Et il change encore plus quand tu passes en comité de direction, où tout d'un coup, tout le monde te regarde comme celui qui sait. Tu sais où tu vas et tu sais comment on y va. Hmm. Donc, il y a dire je ne sais rien du tout. Je ne crois pas à ce 100% là. En revanche, dire je ne sais pas tout, ah ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et moi, mon équipe m'a appris beaucoup. Et mon équipe m'a aussi apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions, de façons de faire. Euh, donc ça, j'y crois beaucoup. Et le manager même s'il a une posture haute par le statut qu'on lui donne et par la responsabilité qu'on lui donne, euh, pour moi, il fait partie de son équipe. Voilà. Et, et là, il y a quelque chose qui peut se créer de magnifique, quoi, parce que punaise, ouais, qu'est-ce qu'on sait pas tout, quoi. Ah ouais, 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 non, non, c'est... Et c'est compliqué des fois de le dire, de l'assumer, hein. Il y a ça aussi qui est compliqué pour les cadres dirigeants et les cadres, de dire je ne sais pas. C'est très compliqué parce que bah, tout de suite, il y a l'idée qu'on peut être jugé, il y a le fait qu'on peut être jugé aussi.
Et, et puis la peur aussi par rapport aux équipes de ne pas les rassurer. Moi, j'ai déjà ressenti ça, de dire là, ils n'ont pas envie d'avoir quelqu'un de vulnérable en face de toi. Et à contrario, je l'ai fait à certains moments et j'ai été agréablement surprise de l'accueil, en fait, euh, de ton équipe qui, tout d'un coup, va te regarder différemment. C'est-à-dire, et va prendre possiblement aussi une autre posture. C'est une façon aussi de leur laisser un peu des fois la main euh, et la possibilité de faire autrement. Donc, ça peut être vertueux aussi, quoi. Donc, ouais. Mm. Oui, je, je suis persuadé, effectivement, la vulnérabilité, selon moi, le pont qui crée le lien émotionnel entre deux humains, deux personnes. Et tu disais notamment dans le site que tu citais, qui opposait, ou en tout cas qui mettait dans le titre à la fois l'ego et la joie, comme ça, en contrebalance, enfin, qui se contrebalançaient. Euh, euh, pour avoir été dans les entreprises aussi, moi-même, à des postes de management, peu importe, je trouve, et puis pour y être aussi entré en tant que coach, je trouve que les entreprises sont aujourd'hui plus j'allais dire le royaume, c'est pas le royaume, mais c'est plus un lieu de peur que de joie. T'en penses quoi? Euh, je ne peux pas te contredire sur le ressenti, en fait, qu'on peut avoir. Moi-même, j'ai ressenti de la peur à certains moments. Ma conviction profonde, c'est que l'entreprise a la possibilité de créer justement un cadre, d'épanouissement. La réalité, pour plein de raisons. Euh, et que effectivement on a des fois des ressentis de peur, de frustration, enfin, c'est pas que de la peur d'ailleurs, hein, c'est de frustration, qui peuvent d'ailleurs aller très loin hein, dans les ressentis négatifs. Mais euh, je- je- l'autre conviction que j'ai, c'est que je, je crois que l'être humain fondamentalement est bon. Je- il me semble que les conditions dans lesquelles il peut évoluer et le fait que justement il est assez peu accompagné sur l'accueil de ça euh, peut complètement transformer ou créer des comportements. On parlait de toxicité, mais la toxicité, c'est pas que au niveau managérial, hein. On peut être toxique envers une autre personne, même sans être manager. Et je crois à ça. Donc, en fait, euh, je crois que la raison pour laquelle j'ai envie d'accompagner ces personnes-là, de cadres et cadres dirigeants, c'est parce que j'ai toujours espoir qu'on puisse créer au sein de l'entreprise une forme d'harmonie, un endroit où on crée quelque chose ensemble. Parce que c'est ça, c'est quand même un lieu de création, hein. Bien sûr, on crée de la valeur, mais on crée plein d'autres trucs. On crée des relations, on crée des produits, voilà. Euh, ouais, j'ai cet espoir-là qu'on puisse créer ces conditions-là en accompagnant l'humain, en fait. Et si on y arrive, ça peut donner quelque chose de vraiment chouette, quoi. Je dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est bien d'avoir. En fait, je me dis que c'est bien d'avoir cet espoir-là parce que c'est ce qui aussi bah, nourrit mon moteur d'accompagner ces personnes-là, quoi. Tu vois, il faut qu'il y ait une raison aussi. Et l'impact, je crois, c'est ça, c'est trouver une forme d'harmonie en travaillant ensemble, quoi. Euh, tu parlais notamment d'alignement dans ton histoire, qui était quelque chose d'important chez toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens aligné quand tu accompagnes et coaches ces personnes-là? Oui, ouais, ouais, je ressens un alignement très fort. Euh, j'ai comme une sensation d'être à ma place, en fait. Euh,
Ouais, oui, j'ai cet alignement-là. Euh, quand je les écoute, en fait, il y a quelque chose à l'intérieur qui me dit, euh, tu as un rôle à jouer, quoi. Voilà. Alors, je ferai pas tout, hein, je le fais avec une posture de coach, mais il y a ce truc-là, quoi. Et je crois que quand on trouve la raison pour laquelle on fait les choses, et quand on se dit que, on a un rôle à jouer pour l'autre, oh, c'est merveilleux. Voilà, parce que faire des choses pour soi, euh, c'est bien, mais c'est tellement... alors, c'est bien, oui, pourquoi pas, hein, et- mais c'est tellement éphémère. C'est ce que Simon Sinek explique lorsqu'il il fait la différence entre le bonheur et la plénitude. Et il Mhm. explique que le bonheur, en fait, bah, c'est quelque chose qu'on ressent quand on fait des choses pour nous ou qui nourrissent notre plaisir ou notre bien-être ou même voilà, notre ego. Et c'est tellement éphémère. Alors que lorsque on contribue à quelque chose de plus grand que nous et qu'on est tourné vers l'autre, c'est plus un sentiment de plénitude. Et je pense que cette plénitude est liée au fait de se sentir à sa place et avec un rôle à jouer pour l'autre, quoi. Je le vois comme ça. En quoi l'excellence, qui est une valeur, un concept important chez toi, en quoi l'excellence te permet, enfin, t'aide à emmener les personnes que tu veux, que tu accompagnes vers leur propre excellence? Alors, bah là aussi, tu vois, tu me demandais ce que j'avais déconstruit, mais il faut la placer au bon endroit, cette recherche d'excellence, parce que sinon, bah, tu retombes dans des pièges qui ne correspondent pas à la posture de coach. Mais je crois que l'excellence que je mets au service de mon coaching, c'est de mettre à disposition de mon coaché un processus qui soit le plus pertinent, le plus éthique et déontologique possible, et aussi un processus qui soit aussi, j'allais dire adapté à lui, mais euh, dans le sens qui soit ouais, tourné vers lui. C'est-à-dire que la pertinence, il y a la pertinence du sujet, il y a enfin, voilà, on est vraiment dans le raisonné, quoi. Mais c'est aussi mettre un processus à sa disposition qui le mette lui dans la meilleure position possible de bien-être et de confiance. Enfin, il y a tout ça, quoi. Et ouais, c'est travailler l'excellence de ce processus-là, en fait. Je crois que c'est ça. Ouais. Mettre un peu tout ce que je peux avoir à disposition dans mon raisonnement, dans ma sensibilité aussi. C'est-à-dire, voilà, j'ai des ressources et je vais les mettre à sa disposition à lui de la meilleure façon possible. Voilà. Euh, si j'y arrive. Si c'est possible. Non, mais tu vois, je garde toujours un peu d'humilité par rapport à ça, parce que c'est vrai, quand on utilise le mot excellence, ça peut paraître un peu pompeux, un peu... Je te dis, j'ai pas trouvé d'autres mots pour exprimer ça, mais c'est de se dire, si je peux aller à 100, je vais à 100, et si je peux aller à 110, je vais aller à 110, parce que c'est ma responsabilité d'aller au max du max pour permettre à l'autre, à son tour, d'y aller. Et, et ma croyance derrière ça, c'est que j'imagine un monde où chacun atteint ce niveau-là, et je crois vraiment à une possibilité d'harmonie, tu vois. Si on fait les choses avec euh,
avec excellence dans la façon dont on le fait, dans ce qu'on fait et dans le sens qu'on y donne, mais j'imagine un monde qui tourne bien, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu un idéal, mais je le vois comme ça, quoi. Mm. Ça ressemblera à quoi ce monde? Je crois que on serait tous à la hauteur de nos responsabilités. Ok. Euh, et puis, on serait tous en... Je crois qu'on ferait... On, on serait tous à notre place, quoi, à côté des autres. Euh, euh, je crois qu'on fait tous partie du même univers, en fait. Et je crois qu'on arriverait chacun à cohabiter ensemble, tu vois. Ça, c'est quoi le plus gros obstacle à ça, aujourd'hui, selon toi? Euh, alors, je dirais, alors je sais pas si c'est un obstacle ou à l'inverse, qu'est-ce qu'il faudrait pour... Je crois beaucoup que la conscience des choses est une formidable clé en fait pour y arriver. C'est-à-dire prendre conscience de ce qu'on ressent, prendre conscience de ses besoins, prendre conscience de ce qui se passe chez nous quand on regarde une personne en étant agacée ou en ne supportant pas que je sais pas quoi, etc. Si tu passes par la prise de conscience, il y a comme un ballon qui se dégonfle. Et ensuite, la question, c'est d'accord, maintenant que tu as pris conscience de ça, tu fais quoi? Voilà. Et donc, il y a cette responsabilité, en fait, qui rentre en jeu, quoi. Mais je crois beaucoup quand même qu'on est souvent aveuglé par nos propres pièges. On n'est pas toujours conscient de ce qui se passe, tu vois. Et passer par ça, par cette prise de conscience, ça peut ouvrir beaucoup de portes, quoi. Euh, le, 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 il y a un mot que tu utilises beaucoup qui est la responsabilisation, Oui. qui est un mot qui est important aussi pour moi. Euh, c'est un mot en France qui est pas toujours bien accepté parce que connoté très responsabilité individuelle, donc très libéraliste, si tu veux, très dans le côté libéral. Là où en France, on a tendance aussi à dire que le système est plus fort que l'individu et qu'en fait, bah, il y a aussi une responsabilité collective ou étatique ou managériale. Donc on en revient à cette opposition un peu lutte des classes, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu crois que si tout le monde était responsable, ce serait régler beaucoup de choses? J'ai l'impression que ça aiderait beaucoup. J'ai l'impression que ça aiderait beaucoup, oui. Euh, je crois que cette notion de responsabilité, elle commence par soi-même. À partir du moment où tu te lèves le matin, voilà, qu'est-ce que tu fais de tout ça et qu'est-ce que tu fais de ta vie, qu'est-ce que tu fais de ton chemin. Et effectivement, il y a une responsabilité pour soi, mais il y a une responsabilité. Euh, mais tu sais, je crois que cette responsabilité, elle est liée à, je pense à un cadre, en fait. Et ce cadre, on a, je crois qu'on a un peu tous le même, en fait. Donc, si on est dans une démarche de bien vivre dans ce cadre, et je dis pas enfermé, hein, c'est pas un cadre qui enferme, mais euh, c'est ouais, ça permet, je pense, à chacun de cohabiter, quoi, et alors pas seulement cohabiter en silo, mais voilà, de bien vivre ensemble. J'imagine ça, ouais. Mm. Je suis d'accord. Mhm. Euh, comment tu vis ta nouvelle vie d'entrepreneur?
Oh, c'est un challenge. Euh, j'ai construit beaucoup de choses après 20 ans de salariat. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup parlé du métier de coach professionnel, mais lorsque tu deviens coach professionnel, pour beaucoup de cas, tu deviens entrepreneur. Euh, et alors là, c'est une nouvelle vie, hein. Et là, je parlais d'apprentissage, mais tu continues à apprendre, hein. Pour le coup, apprendre et à déconstruire des choses, quoi. Euh, c'est un challenge en même temps très excitant. Moi, je m'étais toujours dit, oh là 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 là, l'entrepreneuriat, jamais, 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 tu sais, avec peut-être dans le fond de ma tête euh, un besoin probablement de sécurité, voilà, des choses comme ça. Et tout d'un coup, bah, je me mets à me lancer là-dedans. Euh, c'est un peu comme une grande piscine dans laquelle tu n'as jamais nagé, quoi. Mais tu vois, on a beaucoup travaillé ensemble sur ce sujet-là. Et, et je crois que j'ai retenu deux choses très importantes à ton contact. La première, c'est même si la montagne paraît immense, eh bien, on n'avance que par petits pas en fait. Donc, regardons chaque pas. Et effectivement, quand je me regarde avancer, j'avance par petits pas. Je ne fais pas de grands pas. Je ne fais pas de grands pas, mais je fais quand même des petits pas. Donc, quelque part, quand j'en ai fait plusieurs, j'ai vu que j'avais avancé. Donc ça, c'est chouette. Et puis, bah, l'autre gros apprentissage, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire que il peut se passer mille trucs dans ta tête, des doutes, des questionnements, cette recherche d'excellence. Euh, En fait, les questions que tu as dans ta tête, tu n'auras jamais la réponse tant que tu passes pas à l'action. Et ça aussi, c'est un vrai apprentissage parce que probablement que dans ma vie d'avant, il fallait que tout soit au moins aller à 90% pré-réfléchi et re-réfléchi et re-re-re-réfléchi pour lancer quelque chose. Et il se trouve que là, bah, faut peut-être lancer et avoir des mesures correctives ensuite, quoi. Et c'est ça aussi, faire les petits pas, c'est ça aussi avancer. Donc tu vois, bah, je déconstruis et je réapprends. J'aime bien se lancer et avoir des mesures correctrices. Oui, C'est ben très oui, juste. oui. Mm. Ben oui, voilà. Mais c'est toujours de l'amélioration et c'est toujours avancer, quoi, mine de rien. Toujours. C'est quoi Et ça le... t'apprend, pardon, Non, je t'en prie. pour ajouter, ça t'apprend quand même, ou en tout cas, ça te oblige à garder une posture très humble, quoi, parce que bah, en passant à l'action avec des questions encore en tête, bah, tu sais qu'il y a des trucs qui vont marcher, moins bien marcher. Et quand ça marche moins bien, bon ben, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et Hmm. comment tu le ressens? Et voilà. Donc, si tu le prends comme un apprentissage, tu continues d'avancer. Et puis voilà, quoi. Mm. Et t'as envie de dire quoi aux coachs qui nous écoutent et qui se lancent, ou aux personnes qui voudraient se lancer dans le coaching, euh, et qui ne mesureraient pas cette réalité terrain, on va dire. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, ou ouais, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Euh, Bah, bienvenue déjà. Bienvenue dans ce superbe monde parce que franchement, c'est quand même. J'ai pas parlé de toutes les rencontres que j'ai faites dans cet univers-là. C'est un univers qui est très tourné vers l'humain, hein, par définition. Et pour l'instant, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes formidables, donc ben, bienvenue. Et effectivement, je crois que je lui donnerai mes deux apprentissages. Ça serait une forme de transmission. Je leur dirais, la montagne peut paraître haute pour certains, hein, parce qu'il y en a d'autres qui vont embrasser le truc avec beaucoup plus de facilité. Certainement, chacun vit les choses à sa façon. Euh, Mais chaque pas permet d'avancer, d'apprendre et de construire. Et je crois que si on est animé par une profonde volonté d'exercer ce métier, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. Mais de toute façon, ça vaut le coup, puisqu'on apprend.
Bah oui, tu vois, je suis toujours animée par ce truc-là, donc quoi qu'il arrive, ça vaut le coup. Quoi, quel que soit le résultat, quoi. Tu vois. Qu'est- Qu'est-ce qui te reste encore à apprendre? Oh bah tellement de choses. Alors si je le savais, ça veut dire que j'ai pu. Tu vois. Donc je crois que j'apprendrai jusqu'à la fin de ma vie. Parce qu'en plus, euh, chaque jour de ta vie est différent. Je parle pas forcément de ton quotidien. Ça peut être différent. Mais vu que ben, on vieillit, on rencontre des personnes qui elles aussi vieillissent, vivent d'autres choses, etc. Tu es chaque jour confronté à quelque chose de nouveau. Donc, donc je crois que chaque jour, tu as la possibilité d'apprendre un truc en plus. Et je crois qu'il faut cette ouverture, en fait. Parce que des fois c'est difficile d'apprendre. Des fois, il y a des choses que tu apprends et tu dis, peut-être que je voulais pas le savoir, ça. Parce qu'en fait, une fois que tu apprends quelque chose, la question c'est t'en fais quoi? Et pour beaucoup de situations, me concernant, une fois que je sais, je peux plus faire comme si je ne savais pas. Tu penses à quelque chose en particulier? Oh oui, bah oui. En fait, j'ai des sujets comme ça. Tu vois, par exemple, sur l'alimentation, je me renseigne énormément, énormément. Bon, en plus, en ce moment, on entend plein de choses pas très simples à entendre hein, sur les aliments, la contamination des aliments, le chocolat, le cadmium, etc. Bon, c'est quelque chose, ça doit être mon passé d'ingénieur en industrie alimentaire qui me reste, mais je suis très... euh, ouais, je me renseigne beaucoup sur le sujet et puis bon, ben aussi certainement par rapport à mes enfants, par rapport à une valeur santé voilà, qui m'habite aussi beaucoup. Et il y a des moments où je me dis, tiens, mais si ça je le savais pas, ce serait peut-être plus facile de temps en temps parce que bah, quand tu peux plus faire comme si tu savais pas, bah, ça te force à changer beaucoup de choses en fait dans ta façon de te nourrir, voilà. Bon. Et puis peut-être que ça prend un peu de place des fois, voilà. Mais globalement, c'est quand même chouette de d'apprendre les choses. C'est aussi un pas vers l'autonomie, et voilà, donc c'est chouette. Mm. Oui, c'est vrai. Ben, prendre conscience, comme tu disais, c'est ce que ça Ouais. permet. Mm. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la petite fille de Lorraine si tu devais la rencontrer? Oh là, c'est une bonne question. Euh, bah, je pense que je lui dirais que jusque-là, la route a été vraiment chouette et que du coup, elle peut s'y aventurer avec plus de sérénité. Je pense que je lui dirais ça. Je lui dirais, cool, ça va bien se passer. Cool, tout va bien se passer. Ça va bien se passer. Et ce sera chouette surtout. Au-delà de ça, ouais, non, c'est un parcours qui est chouette à vivre. Donc vas-y, quoi. Voilà. Te pose pas tant de questions. Claire, qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand ça va pas? Euh, je ne sais pas si j'écoute de la musique quand ça va pas. Déjà. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand Quand ça va ça va, pas? quand ça va pas, qu'est-ce que je fais? Euh, je crois que je me rapproche des gens que j'aime et euh, je vais chercher des câlins. Ça fait du bien ça. Mais tu vois, je crois que je n'ai pas cette disponibilité émotionnelle pour écouter de la musique bizarrement. La musique, je crois qu'elle est plus un- ça m'apporte plus de la joie, du dynamisme. Euh, et puis en plus, j'ai remarqué que les musiques que j'écoute, très souvent, inconsciemment,
il y a un ancrage qui se fait. C'est-à-dire que tu vas écouter une musique pendant une période et puis, j'en sais rien, un an plus tard, tu la réécoutes et tu te souviens de ce que tu vivais à l'époque. Il y a un ancrage qui s'est fait sur cette musique-là. Et je crois que c'est bien du coup que je l'écoute pas quand c'est triste. Faut mieux que je l'écoute quand c'est joyeux. Comme ça, il y a un ancrage joyeux qui se fait. Pour la garder, pour avoir le bon souvenir. Voilà, exactement. Est-ce que tu as un conseil lecture à nous donner? Alors, le conseil lecture, il y a ce fameux livre de Christophe Massin, je le conseille à vraiment à quiconque a envie d'éclairer un peu son chemin et la manière dont il vit les choses. Cette notion d'ego, je crois qu'on a tous intérêt à s'y pencher un petit peu pour comprendre en fait euh, à quel point on peut se faire entraîner dans la roue du hamster qui ne va nulle part mais qui tourne, qui tourne. Donc ça, c'est un livre que je conseille. Et puis, il y a aussi, pourquoi pas, le livre Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs sur la communication non violente euh, de Marshall Rosenberg, qui lui aussi est... Alors c'est plus un livre un peu méthodo sur la manière dont on peut exposer à l'autre une demande ou un retour, voilà. Et là aussi, c'est un bon apprentissage, voilà, pour vivre en harmonie. La fameuse harmonie. Ouais. Si tu devais donner, pardon, un seul conseil aux dirigeants, aux cadres dirigeants qui intègreraient notamment un codir, parce que c'est ta spécialisation, euh, ouais, si tu avais un conseil à leur donner, dirigeante ou cadre dirigeant, enfin féminin et masculin. Ouais. Je crois je crois que ce serait leur donner une autorisation plus qu'un conseil. Euh, ils, euh, ils ont droit de déposer l'armure. Euh, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais déposer l'armure, c'est ouvrir la porte à une écoute de soi ou à être écouté. Et ça peut du coup beaucoup aider. Voilà. Et j'ai vu des personnes qui gardaient l'armure coûte que coûte. Voilà. Et on peut pas juger ça. Il y a quelque chose de très humain aussi dans le fait de garder cette. Il peut y avoir beaucoup de choses derrière pour la raison pour laquelle on la garde. Mais une armure, ça protège, mais ça enferme aussi. Et des fois, on a besoin de déposer. Voilà. Parce que bah, derrière le cadre dirigeant, bah, il y a un être humain avec toutes ses vulnérabilités et elles ont besoin d'être accompagnées en fait. Voilà. Donc, je pense que c'est une autorisation plutôt que je donne. Très bon, très bon conseil qui serait une autorisation du coup. Avant de te donner le mot de la fin, Claire, merci beaucoup pour ce moment déjà. Merci beaucoup pour aussi avoir intégré le Bootcamp il y a plus de 6 mois maintenant et puis pour avoir fait ce chemin ensemble. Euh, j'ai, euh, Tu le sais déjà, mais je le répète, mais j'ai énormément apprécié ben justement ton ouverture d'esprit, le fait que bah, tu sois jamais dans le jugement, mais toujours dans l'observation, le fait que tu ne sois pas dans la précipitation, mais vraiment dans la pertinence et la justesse des choses et des mots. Et puis, ben, ce côté harmonie, tiens, je vais reprendre ce mot, qui te va bien, effectivement. Il y a toujours cette recherche d'équilibre, d'harmonie et de bienveillance qui fait du bien, qui a fait du bien aux personnes qui étaient dans le Boost Camp à ce moment-là. Donc voilà, c'était un privilège pour moi de t'accompagner et de voir ce que tu fais et réalises. Euh, je te laisse le mot de la fin, Claire. Ok. Bah, écoute, déjà, je voulais te remercier, Cédric, déjà pour les mots que tu viens de prononcer. C'est très touchant. Et puis bah, pour cette chance que tu me donnes d'avoir cet échange avec toi, même si c'est pas simple de parler de soi. Euh, voilà, j'espère que voilà, notre échange pourra résonner pour d'autres.
c'est, tu vois, on parlait d'autorisation, mais je crois que si ça peut apporter de la valeur à l'autre, alors oui, ça vaut le coup de le faire. Si c'est juste pour parler de moi, un petit peu moins. Mais en tout cas, voilà, c'était un très très beau moment. Et moi, je me sens honorée que tu m'aies demandé de faire cet échange. Et voilà, j'en profite pour. Tu m'as demandé, voilà, qu'est-ce que tu dirais aux coachs qui ont envie de se lancer dans ce métier? Je dirais aller dans le bootcamp de Cédric. euh, Parce que tu as cet accueil de l'autre tel qu'il est, pardon, euh, qui fait vraiment une différence. C'est-à-dire que ton bootcamp, sa promesse, au-delà d'entreprendre, de passer à l'action, etc., c'est c'est de devenir l'entrepreneur qu'on est au fond de soi, et pas l'entrepreneur qui doit ressembler à un truc écrit, je sais pas où, qu'on pourrait nous revendre. Voilà. Et je crois que tu as cette force-là d'accompagner les gens à devenir l'entrepreneur qu'ils sont au fond d'eux, quoi. Et pour moi, c'était vraiment ça. Et j'ai parlé de petits pas tout à l'heure, mais c'est pour ça, en fait. C'est parce qu'en fait, j'ai fait des petits pas sur un chemin qui était le mien. Et il fallait que je le trouve, et tu m'as aidé à ça, quoi. Donc merci infiniment pour ça. Et puis pour ce super échange. Voilà. Ben, merci beaucoup Claire, c'était un vrai plaisir. Où est-ce qu'on peut te trouver si les personnes voudraient te contacter? Sur LinkedIn. Ok, Voilà, Claire tout Meyer, simplement. Claire Meyer. Meyer. Je me R, trompe pas, hein. voilà. C'est tout à fait ça. Merci Claire, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller contacter Claire, elle fera des miracles avec vous si vous correspondez aux personnes qu'elle peut accompagner. À bientôt Claire, merci beaucoup. À bientôt, Cédric. Merci.